19h59. Juste un mot, je suis en train de regarder la télé, je te rappelle tout à l'heure. Va pouvoir nous donner le résultat. Attends, je regarde, je te rappelle. Le taux d'abstention est estimé à 12,4% des électeurs inscrits et les suffrages blancs et nuls à 1,1%. Bien, en effet, c'est un scrutin très serré qui nous oblige donc à la réserve que vous indiquait tout à l'heure Jacques-Alexandre. Les chiffres peuvent se modifier tout au long de la soirée et nous ne pouvons pas encore nous prévaloir de ce résultat pour le considérer comme définitif. Nous allons le savoir maintenant dans 2 secondes. À vous, la Sofresse, il est 20h. Valéry Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%. Scrutin donc très serré, mais avantage en métropole à M. Giscard d'Estaing. Estimation en Ewell. Giscard, 51. Mitterrand, 49. IFOP, pas de possibilité de sortir une estimation à l'heure actuelle. Alors Michel ? Alors ? Oui, attends, je vais tâcher d'écrire ça. Alors ça, ils ont donné comme chiffre de la Sofresse, c'est-à-dire 50,9, 49,1. Hein ? Très bien. Bien. Mais écoute, je t'appelle à 8h30. Hein. Vous allez usurper ma place, vous coiffer de la couronne arrachée au cadavre, vous installer sur le trône, au mépris et pour la ruine de ce palais. Pourquoi ne pas usurper aussi une juste part de mes douleurs ? Mon sang brûle, je n'ai d'autre plaisir que de décrire ma maladie, ma propre difformité. Moi je vais vers la tombe, mais aucun d'entre vous ne versera de larmes sur mon souvenir. Voici les clés, je vous remets mes fonctions, serrez-vous la main et jurez-vous amitié. Ayez des poignards dans la voix, mais non dans la main. Mais le pire est encore à venir. Vous vous ferez la guerre frère contre frère, sang contre sang. C'est la rétribution de l'infamie. N'oubliez rien de tout cela. Richard III, William Shakespeare. Au palais, le président était sur le point de mourir. Entre les prétendants se préparait déjà la lutte pour la succession. D'un côté, son ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, de l'autre, son ministre de l'Intérieur, Jacques Chirac. Georges Pompidou, malade, diminué, s'accrochait au pouvoir. Tout le monde le savait. On ne connaissait pas la nature exacte de la maladie, mais on savait qu'il était très très malade. Ils attendaient la mort pour bientôt, parce qu'il était clair que Pompidou ne pouvait pas résister à une maladie pareille. C'était un secret de polichinelle, c'est-à-dire qu'on savait tous qu'il était non seulement malade, mais extrêmement malade. Mais est-ce que ce serait une affaire de 4, 5, 6 ans ou de quelques semaines ? Ça, personne ne savait. Il était impossible de savoir combien de temps durerait ces rémissions. L'information politiquement utile, c'est celle qui est datée à quelques jours, et ça, personne ne l'avait. Je pense que beaucoup pensaient, peut-être pas d'une manière formelle, à la succession à la suite. Une partie de son entourage a fait ce pari-là pour les remaniements ministériels et pour la succession. L'état de santé de Pompidou rendait ce genre de pseudo-candidature tout à fait inconvenant. La retenue interdisait de faire campagne alors que le président Georges Pompidou était toujours là. Il y avait des candidats qui avaient tellement de mal à cacher qu'ils seraient candidats qu'on pouvait penser qu'ils s'attendaient du jour à l'autre à la mort du président de la République. Valéry Giscard d'Estaing était un peu au courant, mais très discret. Aucun de nous, je crois, ne connaissait d'abord la nature de sa maladie et l'échéance éventuelle de sa maladie. Et lui-même, à mon avis, non plus. Il ne voulait pas savoir. C'était tout à fait pathétique, d'ailleurs, cette façon de mourir. En ce mercredi de la fin du mois de mars, Georges Pompidou préside le Conseil des ministres. Ce sera le dernier. À la fin du Conseil des ministres, il change vraiment de ton. Il dit le sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais comme l'ordre du jour est épuisé, je vais en parler. Et d'ailleurs, pourquoi j'en parlerai pas ? Puisque tous, vous ne parlez que de ça, ma santé. Je souffre comme un damné. Et il décrit sa maladie. Et il dit, je vous signale que j'ai l'intention de survivre. Parce que d'abord, si je mourais, ça ferait plaisir à trop de gens, dont certains sont ici autour de la table. Je ne sais pas si vous imaginez l'atmosphère. C'est comme un lit de mort. Il est resté assis,
Il nous a demandé de partir sans qu'il prenne congé de nous et qu'il partirait après. Et c'est la dernière fois que nous l'avons vu. Il était donc assis dans son fauteuil au Conseil des ministres et il est mort 4 jours plus tard. La mort de Georges Pompidou enfièvre les états-majors politiques. Giscard d'Estaing déclare qu'il respectera le délai de décence nécessaire. Décence assez peu respectée par François Mitterrand, candidat unique de l'Union de la gauche, qui ironise sur Pompidou, ce mort oublié avant d'être enseveli. Prenant de court l'UDR, le parti du président disparu, Jacques Chaban-Delmas, le premier, annonce sa candidature. Vous avez trouvé, les Français avaient trouvé que la précipitation de Jacques Chaban-Delmas avait été tout de même un peu grande. Mais si jamais vous assistez aux obsèques d'un homme politique, et si vous voyez ce que disent à la sortie les gens qui sont dans le public, ils parlent que de la succession. Le malheureux est disparu, naturellement on n'en parle pas, mais même la réflexion sur la vie, la mort, non, on parle de la succession. Et là, je trouvais quand même que 2 jours après la mort d'un président de la République, c'était prématuré. Il y a moins d'une semaine, disparaissait le président Georges Pompidou. Je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française. Il a sans doute hésité à savoir quel jour il annoncerait sa candidature, mais la décision, elle a été prise depuis bien longtemps. Giscard constitue une équipe de campagne rapidement, puisque le décès du président de la République n'était pas inscrit au programme. C'était autour de Giscard une équipe réduite, une quinzaine de personnes. Il y avait 10-15 types qui étaient des intimes depuis 8 ans, 9 ans, qui avaient dit un jour on prendra l'Élysée. Mais ça c'est le bluff de Pognard. Pognard a laissé croire, ou laissé entendre aux journalistes que nous étions une force politique considérable. Michel Poniatowski était un chef d'état-major idéal. C'était le grognard de Valéry Giscard d'Estaing. Pognard a eu une importance, je crois, énorme dans le destin de Giscard. Il lui a toujours dit « tu seras un président de la République ». Pognard est le type qui lui dit tu vas arriver. Aie confiance en toi, tu vas le passer. Ça faisait un bel assemblage de types, de voltigeurs qui se faufilent dans un truc stable et qui tout d'un coup se retrouvent au premier rang. Je lui faisais une confiance totale. C'est-à-dire que je savais que sa loyauté par rapport à moi était totale. Pognard était un stratège de positionnement de politique. Vraiment irremplaçable. Mais la campagne, je peux vous dire une chose, en 1974, le directeur de campagne, c'était Giscard lui-même. Il pensait que c'était sa carrière normale, ministre des Finances, éventuellement Premier ministre et président. Dans cette campagne électorale brève, la bataille se jouera à 3. À droite, 2 candidats, Giscard d'Estaing, dont le parti est minoritaire et qui a peu de chances de tenir le premier rôle, et Chaban-Delmas, le candidat des gaullistes, donné largement favori. À gauche, François Mitterrand. Le premier objectif de Giscard d'Estaing va être de neutraliser dans sa propre majorité Chaban-Delmas. On s'occupera de François Mitterrand un peu plus tard. Alfred Fabrelus, dans Le Monde, assassine Jacques Chaban-Delmas. Par son ton, par ses procédés, il incarne l'un des aspects les moins plaisants du gaullisme. Alfred Fabrelus est l'oncle d'Anémone, la femme de Giscard. Chaban ne s'en relèvera pas. C'est pas un assassinat, c'est un suicide. François Giraud avait dit on ne tire pas sur une ambulance. Chaban était velléitaire. Il a fait une campagne d'une faiblesse désastreuse. Si on se reporte à sa campagne, on s'aperçoit que, disons, elle est à peu près nulle. Politiquement, il ne faisait pas le poids. C'était un dilettante face à un professionnel, c'était un amateur face à un expert. Et le camp hostile à Chaban-Delmas, dont le groupe de culture gaulliste a décidé de reporter son soutien sur moi. C'est Jacques Chirac qui a été le pilote de cette opération. Il était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Son ralliement à Giscard sape totalement la campagne de Jacques Chaban-Delmas. Il y avait une vraie campagne contre lui. Et cette campagne visait à l'abattre. C'est le complot des 43, les 43 députés qui appuient la proposition de Chirac de soutenir Giscard. Chirac avait choisi la force politique montante. Le fait qu'il y ait 43 députés UDR de l'époque, enfin gaullistes de l'époque, qui dès le départ prennent position, était très important. L'apport de Jacques Chirac a sans doute été décisif. Et le complot réussit.
Je pense qu'il aurait été élu quand même. Mais ça a facilité l'élection. Valéry Giscard d'Estaing, c'était Bonaparte au pont d'Arcole. Ça vous fait sourire, mais pour moi c'était ça. Sa campagne avait été enlevée. Il considérait Mitterrand comme un adversaire difficile. Toujours considéré qu'il avait d'ailleurs l'étoffe et l'envergure d'un président de la République. Nous pensions la victoire possible, oui. Et nous avons tout fait effectivement pour gagner. Il y a eu l'espoir d'un changement profond de société qui collait avec les aspirations de mai 68. On sentait un courant. On ne pouvait pas sous-estimer Mitterrand. Il était heureusement un peu moins bon à la télé qu'à la tribune. Chaban-Delmas éliminé, les deux candidats rescapés du premier tour, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, vont s'affronter sous le regard de Jacqueline Baudrier, Alain Duhamel et un peu plus de 25 millions de téléspectateurs. Ce face-à-face entre deux candidats à l'élection présidentielle est une première en France. Aux États-Unis, il avait été fatal à Richard Nixon, écrasé par John Kennedy. Le matin même, un journaliste avait demandé à Giscard d'Estaing « Croyez-vous que l'intelligence, le cœur et la sincérité suffisent ?» lui soufflant ainsi une formule qui allait faire mouche. Je n'avais aucune nervosité, aucune appréhension, aucune nervosité, ce qui est étrange. Et puis une sorte de joie intérieure de le faire. Il s'est dit, ça existe, il faut que je comprenne comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour le maîtriser. Il a fait ce qu'il fallait comme s'il s'agissait d'un sport. Et il l'a parfaitement maîtrisé. D'abord sa façon d'aller dire bonjour aux uns, aux autres, d'aller essayer d'avoir un aparté avec son cadreur. Il disait qu'il sera la caméra principale, il allait voir le cadreur, il essayait de l'apprivoiser. Et puis ensuite de veiller à ce que les teintes soient accordées. Personne ne songeait à ça à ce moment-là. En plus, il a cet esprit très clair, complètement pédagogique, et il sait admirablement exposer un problème n'importe lequel et le rendre clair pour n'importe qui. Il y avait un savoir-faire. François Mitterrand avait un grand savoir-faire. Moi-même, j'étais beaucoup allé à la télévision, j'ai beaucoup parlé, donc on avait un savoir-faire. Mais il n'y avait pas cette espèce de mécanisation des choses, c'est-à-dire des soigneurs, des gens qui regardent les angles avant qu'on entre dans la pièce, qui corrigent les lumières, ainsi de suite. Non. Giscard était un professionnel, je dirais même un professionnel dopé par les circonstances, allègre, et Mitterrand était un amateur malheureux. Giscard arrive, il a 48 ans. Vous comprenez ? L'autre, il a peur de la télé. Il savait qu'il ne pouvait pas refuser le duel, mais il savait que le duel ne pouvait pas lui bénéficier. Disons que Giscard balade un peu Mitterrand. Vous dites toujours que mon ambition c'est la croissance. Pas du tout, mon ambition c'est de servir la justice, monsieur Mitterrand. Encore faut-il donner un sens humain à cette notion de croissance. C'est-à-dire que la France est devenue plus riche. Il y avait donc François Mitterrand qui est en face de moi avec un fonctionnaire que vous connaissez, n'est-ce pas, et qui énumérait tous les malheurs du monde en expliquant qu'il allait y porter remède. C'est aussi une affaire de cœur. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés. Écoutez, ça suffit, parce que vous en parlez, mais je pourrais en parler aussi. Vous connaissez les malheurs du monde, j'en connais quelques-uns. Donc pourquoi imaginez-vous que c'est à vous d'en parler tout seul et que moi je suis de l'autre côté, j'ignore tout ce que vous dites. Donc c'est une espèce d'explosion. J'ai interrompu, j'ai arrêté. Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Et il a vacillé. Vous savez, c'est comme dans les matchs de boxe, tout à coup, il y a un coup qui passe. Ben, c'est vrai, il n'a pas le monopole du cœur. Et il n'a plus retrouvé le fil. Ah, il est capable de très très bonnes formules, hein. Très très aiguës comme ça. J'avais appris, repéré des notions, des chiffres et ainsi de suite. Mais je n'avais pas du tout préparé des formules, et notamment pas celle-là. C'était mûrement réfléchi, mais je suis persuadé aussi que le talent unique de Giscard est d'avoir l'air d'improviser les choses les plus méditées. Évidemment. Il a une vivacité de répartie qui est redoutable. Mitterrand a eu le sentiment que Giscard lui avait été supérieur à ce moment-là. Ça a déplacé 250 000 ou 300 000 voix, semble-t-il, d'après l'étude, que j'ai gardé jusqu'au bout. Ça s'est quand même joué à moins d'un point. Donc une impression, un sentiment, un climat, une anticipation, ça joue évidemment un rôle. Et ça, je crois que c'était en faveur de Giscard, oui. Il m'a dit, lui, qu'il pensait que c'était là qu'il avait perdu l'élection. Au classement du championnat du monde des constructeurs, la Simca occupe la première place avec 40 points. Alfa Romeo et Gulf Ford sont deuxièmes à 5 points. Football, à Valence, l'équipe de France des espoirs a fait match nul 2-2 avec les espoirs anglais. Les demi français ont été réussis par Rampillon et Larquier, ce dernier sur pénalty à 1 minute de la fin. Sera-t-elle simplement une indication qui nous demande d'attendre un peu plus tard dans la soirée pour qu'elle soit confirmée? Nous allons le savoir maintenant dans 2 secondes. À vous, la Sofresse, il est 20h. Valéry Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%. Scrutin donc très serré, mais avantage en métropole à M. Giscard d'Estaing. Rappelons par ailleurs que le taux d'abstention... Ces chiffres ont-ils été accueillis aux différents PC, aux différents quartiers généraux? D'abord, rue de la Bienfaisance. Rue de la Bienfaisance, la rue de la Bienfaisance a été barrée à la circulation. Et cette foule que vous pouvez voir, quelques centaines de personnes, une foule plutôt jeune. On distingue dans certains endroits des maillots Giscard à la barre. Ce sont les supporters de Valéry Giscard d'Estaing. C'était sa campagne. Bon, il l'a bien montré du début jusqu'à l'arrivée. Et quand je dis l'arrivée, c'est l'arrivée à pied à l'Élysée, la page blanche du livre qui s'ouvrait. C'était sa campagne, personne d'autre. François Mauriac avait écrit dans Le Figaro: comblé dès le départ de tous les dons, Valéry Giscard d'Estaing sait très bien où il va et ne doute pas d'y parvenir. Il n'y a qu'une place à sa mesure en France, et c'est la première. C'était une belle victoire. Lui était un homme seul, quand on ne peut pas dire qu'il avait un parti derrière lui. Il a gagné avec son propre talent et ses propres qualités. C'est d'ailleurs ce que le microcosme, ce que la classe politique ne lui a jamais pardonné. Dès son élection, Valéry Giscard d'Estaing nomme Jacques Chirac Premier ministre. Dans son livre La comédie du pouvoir, Françoise Giroud rapporte ce dialogue. À la question « Acceptez-vous d'être mon Premier ministre ?», Chirac aurait répondu « J'accepte, mais vous le regretterez ». Le président de la République vient de me nommer Premier ministre. Je lui ai exprimé ma reconnaissance pour la confiance qu'il avait bien voulu faire. Il n'y a pas eu de marchandage. J'avais vu qu'il avait été très loyal avec le président Pompidou, qu'il avait vraiment servi avec beaucoup de fidélité, et je me suis dit, dans cette fonction, certainement, il sera un Premier ministre très loyal, donc mon choix s'est porté très vite sur lui. Il a dit, on s'était bien entendu à Rivoli, et par conséquent, comme Premier ministre, ça ira très bien. Chacun des deux se disait, je vais peut-être pouvoir me servir de l'autre, mais chacun des deux avait l'impression, au fond, d'être un élément d'un puzzle et de voir chez l'autre ce qu'il n'était pas lui-même. Personne n'a contesté à l'époque, dans les rangs de la majorité, le choix de Jacques Chirac, qui était à l'époque un bon choix. Ils n'avaient pas de rapport de confiance. Véritablement, leur alliance en 1974, c'est une alliance de circonstances et une alliance politique. Et ils n'ont l'un pour l'autre aucune sympathie. Giscard avait une certaine forme d'amitié, d'affection pour Jacques Chirac. Chirac avait de l'admiration pour Giscard. Ils étaient donc placés sur des niveaux différents. Et il n'y a jamais eu, ensemble, l'un pour l'autre, cette espèce de sentiment de
communion d'esprit, d'idées. Ils étaient sur des plans différents. Chacun des deux était un peu fasciné parce que l'autre était le contraire de ce que lui-même savait être. C'est-à-dire que Chirac était bluffé par le côté conceptuel, souverain, allant, indépendant de Giscard. Devant lui, il claquait des talons comme un sous-lieutenant de cavalerie, c'est vrai. Et il n'y a jamais eu l'ombre, du moins au départ, dans les premiers mois, d'une discussion. Giscard a été à la fois amusé, intéressé, intrigué par d'abord l'énorme vitalité de Chirac, qui existe toujours, mais enfin qui était déjà très sensible, par son culot phénoménal. C'est leur style d'intelligence, de compétence qui sont totalement différents. Ils auraient pu être complémentaires et former le tandem le plus fort que la France politique ait connu. La grande erreur, à mon avis, de Valéry Giscard d'Estaing, c'est d'avoir nommé Jacques Chirac Premier ministre. C'était trop tôt. Il ne faut pas prendre un Premier ministre qui pratiquement a son âge. Ça ne peut créer qu'un sentiment de rivalité. Je me souviens très bien que Jacques Chirac, Premier ministre, avait dit « Je vous offre mes vœux pour la réussite de votre septennat ». C'est bien évidemment du second que je parle. C'est dire que si leur relation était excellente. Valéry Giscard d'Estaing, qui oublie de serrer la main de Jacques Chirac devant les caméras lors du premier Conseil des ministres, avait déclaré le jour de son élection « Vous serez frappé par l'importance et la rapidité du changement. Dès juillet 1974, les grandes réformes seront mises en chantier et la majorité électorale a baissé de 21 à 18 ans. » Valéry Giscard d'Estaing fait modifier la loi sur le divorce au nom de la Société libérale avancée. Pendant un an, Giscard va littéralement surprendre les Français par ses initiatives. Il a été pendant quelques mois d'ailleurs étincelant comme ça. Les gens étaient très 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 contents d'avoir un président jeune, bien portant, qui descendait les Champs-Élysées à grands pas. Après ces mois où on a vu Pompidou, on n'avait parlé que de la maladie du président, qui étaient des mois très morbides en France. Brusquement, on avait un jeune président, oui, qui faisait un peu l'effet de Kennedy. C'était une image de modernisme, de séduction, de charisme, d'innovation surtout. N'oubliez pas qu'il est le premier homme politique au monde qui a compris qu'il se passait du côté des femmes quelque chose d'extraordinairement important, que ce n'était pas une plaisanterie. C'était un des engagements qu'avait pris Giscard pendant sa campagne. Il en avait parlé, il y avait plusieurs choses dont il avait parlé. Il avait dit qu'il y aurait des femmes au gouvernement, et il avait dit aussi, ce qui était pour moi très important d'ailleurs, qu'il y aurait un texte sur l'avortement. Il m'a dit, bien c'est très clair. D'abord, je veux arriver à faire voter l'interruption de grossesse. Est-ce que vous croyez que Simone Veil est la personne qui peut débattre de ça? Je voudrais que ce soit elle. Jacques Chirac, désigné comme Premier ministre, m'a téléphoné pour me demander s'il accepterait d'entrer au gouvernement comme ministre de la Santé. On s'est dit, elle a des capacités, l'expérience, mais Jacques Chirac était favorable à sa nomination. J'avais pensé que j'y entrais pour 15 jours ou un mois, que je ferais tellement grosse bêtise très vite que je retournerais dans la magistrature. C'était un sujet brûlant, absolument. La législation française était une législation très simple. Quand une femme avait réalisé un avortement, elle était passible d'une peine de prison ferme de 6 mois, et le médecin qui avait pratiqué l'avortement, même peine 6 mois. C'est inapplicable. Alors de temps en temps, il y avait un procès. Ce qui fait qu'on emprisonnait quelques femmes, quelques médecins, au milieu d'un tohu-bohu, d'indignation médiatique, sociale, et ainsi de suite. On ne peut pas continuer. Il a vu très loin avec les femmes. Il a dit, si nous ne prenons pas cette affaire en main, ça va être dramatique. Ça va être horrible. On commence à voir des femmes qui avortent dans la rue. On ne peut pas supporter ça dans un pays civilisé. Est-ce qu'on va faire de la répression? Une femme qui avait une certaine aisance n'avait aucun problème. Prenait le train pour Bruxelles ou l'avion pour Londres, donc il le faisait.
Par contre, toute personne démunie de ressources, de contacts, de relations ne pouvait pas. Et se trouvait enfermé dans ce monde alors assez terrifiant, il faut bien dire, de la répression, de la sanction, de l'emprisonnement, ainsi de suite. Donc c'était une loi très inégalitaire, très injuste, outre son caractère répressif. Il a été extraordinairement efficace et très 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 courageux parce qu'il était seul. Je veux dire, pour l'histoire de l'interruption de grossesse, il avait contre lui tout son gouvernement. Jacques Chirac, qui était Premier ministre, qui m'a vraiment soutenu, qui est venu au Parlement, qui a montré son soutien actif, n'en voyait pas très bien, en voyait moins l'utilité. Le débat parlementaire sur l'IVG sera le premier à être entièrement retransmis à la télévision. Le courage de Simone Veil, qui se retrouve seule à assumer ce cadeau empoisonné qui lui a été fait, va frapper l'opinion. On savait que ce serait vraiment, pour moi, pratiquement le premier texte et qu'il fallait étudier tout de suite la question. Mais je n'ai pas du tout perçu comme un cadeau empoisonné, pas du tout. C'était pas un cadeau empoisonné à Simone Veil. De toute façon, si Simone Veil n'y avait pas cru, elle ne l'aurait pas porté. C'est pas le genre à faire ce qu'on lui dit de faire comme ça, sans réfléchir. Ça, c'est un grand classique de la vie politique. C'est-à-dire qu'on lui a dit, bon, voilà un dossier qui vous intéresse, vous en occupez, mais naturellement, les coups, c'est vous qui les prenez. Alors elle les a pris avec beaucoup de panache. Simone, elle n'était pas garde des Sceaux, elle était ministre de la Santé. C'est quand même pas un problème du ministre de la Santé, l'avortement, enfin pas seulement. Et le garde des Sceaux a refusé en disant, moi je peux pas, avec mon électorat, c'était le Canuet. Et donc il a fallu beaucoup de courage politique pour faire ça. Elle n'avait pas le soutien des hommes du gouvernement, Chirac et les autres. Ils ne l'ont pas soutenue moralement, comme ils auraient dû le faire, si vous voulez. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'elle ait été abandonnée, non, pas du tout. Seulement, il y a eu des insultes horribles. Ça a été effectivement très, très dur, et on a fait payer très cher le prix. Autant d'injures, d'humiliations, de cris, de procédés même. Enfin, cette idée d'être venu avec une boîte dans laquelle on avait enregistré le battement de cœur d'un fœtus, c'était pour le faire entendre à tout le monde. À la sortie de l'Assemblée, les femmes qui étaient là récitaient leur chapelet. Enfin, il y avait vraiment toute une mise en scène qui était abominable. Défendu avec beaucoup de fermeté le projet, et ensuite elle a craqué en quelque sorte humainement, c'est-à-dire qu'elle a eu un passage à vide de fatigue et d'émotion, et on l'a vu au banc du gouvernement où elle pleure, elle est abattue parce que la violence des attaques, des accusations était terrible. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est une femme qui a du caractère, quand elle croit à ce qu'elle fait, c'est pas les obstacles qui la gênent. Vous savez, quand on est sorti d'Auschwitz, qu'est-ce que c'est que les insultes? Toujours considéré Simone Veil comme une grande dame, et ce qui a été fait comme un acquis est tout à fait positif. D'ailleurs, la gauche a voté favorablement, heureusement d'ailleurs, sinon ça n'aurait pas passé. C'était vraiment pas son électorat traditionnel, ça choquait même profondément, j'en suis sûr, une partie de sa famille très proche. Il a fait ça. Il y a eu un certain nombre de réformes très rapidement et non seulement de réformes, mais je dirais d'orientation générale de politique, qui ont beaucoup étonné certains de ses électeurs. C'est vrai que dans cette période, il a voulu peut-être aller un peu trop vite. Et il va beaucoup trop loin, oh là là, rendez compte, c'est pas possible, les immigrés, les prisonniers. La poignée de main aux détenus. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'était chez les maires ruraux. J'ai connu des maires qui avaient décroché le portrait du président de la République de la salle d'honneur de la mairie. La France est une société extraordinairement inerte, terrible, terrible. Des pesanteurs sociologiques, dans toute l'Europe, il n'y a pas pire qu'en France. Il avait un esprit de réforme, une volonté de réforme, mais bon... Ça n'est quand même pas allé très loin. En plus, il y a les conflits avec Chirac. Giscard s'est mis à faire une politique qui n'était pas exactement une politique de droite. Il a immédiatement laissé la sécurité sociale généralisée, l'avortement, etc. Des choses qui hérissaient l'électorat de droite. Donc Chirac disait, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Cette difficulté, cette contradiction, pour ainsi dire, s'est retrouvée dans la suite et l'équipe n'a pas été très, très loin. Les relations ne pouvaient que se tendre entre le Premier ministre et le Président de la République. Car le Premier ministre voulait tirer à lui les responsabilités majeures de l'action gouvernementale. Et
laisser le président de la République être plutôt du type du roi fainéant. Mais ce n'était pas le cas, surtout avec un homme comme M. Giscard d'Estaing. Donc, il était fatal que les choses se tendent. Mais Chirac, lui, il croit. Il a 42-43 ans lorsqu'il devient Premier ministre. Il y croit. Il se dit, il a travaillé avec Pompidou. Pompidou était un type malin, intelligent, qui laissait un peu ses collaborateurs respirer. Mais Giscard, lui, il veut être les deux. Il veut être président et Premier ministre à la fois. Donc le Premier ministre devient un Premier ministre bis. C'est une doublure lumière, comme on dit au cinéma. Jacques Chirac aurait été l'exécutant par rapport à Valéry Giscard d'Estaing. C'était une erreur. J'avais une conception de la fonction présidentielle que j'ai gardée d'ailleurs jusqu'au bout, que certains m'ont reproché, qui était un exercice actif de la présidence de la République. Ce qui fait que le Premier ministre était plutôt du type chef d'état-major, si vous voulez, ou du type secrétaire général dans les grandes institutions, que du type chef politique distinct du président de la République. Il m'avait dit, et puis vous savez, je suis président de la République, nous sommes dans la Ve République, c'est à l'Élysée que se tienne le pouvoir, le Premier ministre, bien sûr, est un bon exécutant, enfin, si vous voulez, il avait une conception très affirmée de son rôle présidentiel. C'est ce qui a mis en porte-à-faux Jacques Chirac et l'a entraîné, justement, dans ce sentiment de mécontentement, de désabusé. Il y avait des ministres qui traitaient directement avec le président de la République, sans avertir même le chef du gouvernement. Il y a eu une erreur de distribution de rôle. Valéry Giscard d'Estaing s'était trompé. Ce personnage ne devait pas être Jacques Chirac. Jacques Chirac ne pouvait que se rebeller. C'était pas possible de gouverner comme ça, avec en plus un ennemi intérieur. Le couple Juillet-Garot, déjà conseiller de Jacques Chirac lorsqu'il était ministre de Pompidou, s'est installé à Matignon et va faire voler en éclats le tandem Giscard-Chirac. Marie-France Garot sera le chef d'orchestre clandestin de cette partition. Juillet et Garot, qui étaient les principaux conseillers de Chirac, ont conseillé à Jacques Chirac la rupture avec Giscard et de tout foutre en l'air. Une attitude disant Giscard ne doit pas aller jusqu'au bout de son mandat, on le met de côté et on prend le pouvoir. Parce qu'ils avaient eu le pouvoir au temps de Pompidou et ils avaient un mal fou à accepter de ne plus l'avoir. C'est ça qu'il faut savoir. C'est un personnage terrifiant, Marie-France Garot, terrifiant. Moi, je ne suis allée à Matignon, à titre tout à fait officieux, que pour quelques semaines, pour, si je puis dire, accompagner les débuts de Jacques Chirac comme Premier ministre, parce qu'après tout, j'étais une vieille conseillère et il était très jeune. Bon. Et il s'est trouvé que les choses n'étant pas si simples, je suis restée plus longtemps, et il est apparu à ce moment-là, et Jacques Chirac en était parfaitement d'accord, que le couple, en fait, ne fonctionnait pas bien. Marie-France, elle a une soif inextinguible du pouvoir. Et donc il lui faut le pouvoir. Et il lui faut le pouvoir à la façon de l'Ancien Régime, c'est-à-dire ne pas l'exercer directement, mais avoir l'influence sur le pouvoir. C'était une marionnettiste, foncièrement une marionnettiste. C'était vrai avec les politiques, c'était vrai avec les journalistes. Elle jouait à démêler des fils, à les tirer dans un sens, à lui faire lever le genou, à lui faire baisser la tête, à lui faire agiter les bras. Elle y arrivait très bien d'ailleurs, ça lui faire agiter les bras, elle les bougeait tout le temps. Elle était toute puissante. Toute puissante, dangereuse en plus, dangereuse. Sachant jouer des gens, compromettre, corrompre, etc. C'est un grand personnage dans son genre. C'est pas une petite intrigante comme ça. Elle était effectivement extrêmement influente et elle avait des aversions très fortes ou des préférences marquées. Toute sa force, toute son intelligence, toute sa ruse, toute sa séduction, elle l'a employée dans ce sens-là. C'est comme ça qu'elle a scié Chaban. La première, elle a été la première à le faire disparaître, et tous les autres, elle les a complètement dominés en plus, parce qu'elle était plus intelligente qu'eux. C'était autre chose que Chirac, Marie-France Garot. Quand Pognat voit qu'il y a Garot et Juillet qui sont à côté de Chirac et que tout ce que fait Chirac, c'est commandité par Garot et Juillet, il dit à Giscard, Chirac ne joue pas le jeu. Chirac ne court que pour lui. Installé à l'Élysée avec le titre de ministre d'État, Michel Poniatowski, de son côté, pousse aussi à la rupture. Un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais qui choisissait ceux qu'il allait briser, disait de lui François Mauriac. Michel Poniatowski avait une sorte d'aversion vis-à-vis du général de Gaulle. Et il l'exprimait. Son action et son expression, d'ailleurs, ont détérioré
mes relations avec le parti gaulliste. Valéry Giscard d'Estaing était très affaibli par les conflits internes de sa majorité. Et Chirac s'en est mêlé, c'est sûr. Mener une politique lorsque il y a le plus important parti de la majorité qui se dresse constamment contre le président de la République, certes il soutient le gouvernement, il vote, mais à peine a-t-il voté qu'il va expliquer que tout ce qui se fait est absolument contraire aux intérêts du pays. Ce n'est pas commode. Comme Jacques Chirac dominait une partie de cette majorité, Jacques Chirac a été le censeur de tout ce qui était une certaine forme d'évolution que vous donnez Giscard d'Estaing, qui a très bien compris qu'à un certain moment donné, c'est plus la peine de proposer quoi que ce soit d'important, car ça serait torpillé de l'intérieur du Parlement. Moins d'un an après son élection, le temps des réformes et de la modernisation de la société est terminé. Giscard d'Estaing ne frappe plus l'opinion que par ce que l'on appellera ses gadgets. Le jour de Noël, le président invite des éboueurs maliens à partager avec lui son petit déjeuner à l'Élysée. Autre innovation, certains soirs, le président s'invite à dîner avec son épouse chez les Français moyens. Je trouve ça ridicule parce que les éboueurs... Qu'il invite des éboueurs qui passent à côté de l'Élysée pour un petit déjeuner, pourquoi pas? Mais pourquoi convoquer les photographes? Si on le fait, c'est pour un objectif bien précis, c'est pour montrer combien on est proche du peuple. C'est de la démagogie pure et simple. Et en plus, c'est de la démagogie inutile. Il est évident que les gens qui n'étaient pas pour lui ont tout de suite traduit ça en gadget. C'est Monsieur Gadget. Peut-être que s'il avait eu des gens plus adroits dans la communication, il n'aurait pas fait ces fautes-là. Ça m'a beaucoup agacé parce que c'était inutile et effectivement ça a tourné contre lui. Le fait par exemple de ralentir le rythme de la Marseillaise était une bêtise énorme. Le fait de dire on va supprimer le 8 mai alors qu'il reste beaucoup d'anciens combattants de la guerre de 40 et qu'on garde le 11 novembre était également... Non, il a une série de bêtises psychologiques, si vous voulez. Il ne sentait pas les choses. Nous avions à gérer sans arrêt un reproche qui lui était fait mais par tout le monde, de la gauche à la droite. C'était qu'il était en décalage avec la personnalité ou le personnage du général de Gaulle. Qu'il était un peu fantaisiste, qu'il était trop décontracté. On vous dit à la fois, il faut être très simple. Bon. On vous dit, il faut être très humain. Bon. Mais quand vous faites des choses simples et humaines, on dit, vous ne respectez pas la dignité de la fonction. Il faut choisir. C'est devenu le monsieur du château qui reçoit les éboueurs à déjeuner. Et ça l'a rendu plutôt impopulaire. Je crois que c'est une grosse erreur de sa part d'avoir voulu faire à la fois décontracté, aristocrate, au lieu d'être monsieur tout le monde. Alors ils admirent les Scandinaves. On dit le roi de Danemark, je sais ça quand j'étais gamin, traverse Copenhague à vélo. Ah, formidable, ça. Si un président de la République française prend le Faubourg Saint-Honoré à bicyclette, tout le monde contre lui. C'était le mot de Gaulle sur lui, qui a dit le problème de Giscard, ce sera le peuple. C'est pas vrai. Hein, c'est bon, ça faisait partie des formules qu'on répétait. Et en tout cas, De Gaulle n'a jamais dit ça. Cela étant, il est certain que par origine, par éducation, par comportement personnel, il établit très souvent une distance vis-à-vis des personnes avec qui il est en relation et peut donner cette image qui tourne facilement dans l'esprit français à la monarchie. Au nom de la France, une bonne et heureuse année, et je crois qu'Anémone veut aussi vous exprimer ses vœux. Que ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir le bonheur et la santé n'oublient pas ceux qui sont moins favorisés. Bonne année à vous tous. Bonne année. C'était au niveau du couple élyséen que les choses prenaient un certain protocole. Mais c'était lui qui voulait ça, c'était pas elle. Nous avons tous cessé de le tutoyer le jour de l'élection. Il a mis une certaine distance entre nous. Giscard avait
j'allais dire, ses petites manies, disons ses petites habitudes qui horripilaient pas mal de gens. Vers 5 heures, il appelle l'huissier et il lui dit apportez-moi le thé. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse soleil, entrait un huissier à la chaîne avec un plateau d'argent. Il y avait une tasse de thé, mais la théière, le sucrier, les petits gâteaux, enfin tout le truc, etc. Le visiteur pensait que peut-être qu'on aurait pu lui offrir une tasse de thé aussi. Chose à laquelle Giscard n'aurait jamais pensé. Il nous demande rien et il finit un peu vide de boire son thé, de manger ses petits gâteaux, etc. Puis il a renvoyé le plateau, etc. Et nous sommes restés là. C'était pour marquer la distance, etc. Mais ça m'a beaucoup frappé parce que c'est vraiment une bêtise. Bon, Chirac supportait pas du tout. Je ne sais pas s'il lui a fait le coup de la tasse de thé, mais sans doute d'autres bricoles analogues. Giscard, homme du grand monde, Chirac, homme du peuple. Il y avait une certaine rugosité. Ce sont les rapports personnels entre les deux hommes qui se sont progressivement détériorés. La responsabilité de la brouille est très partagée, n'est-ce pas? Mais il y a eu une désillusion réciproque. Désillusion du côté de Giscard d'Estaing, disant mais après tout il n'est pas aussi malléable que je pensais, et désillusion du côté Chirac disant je suis Premier ministre, il m'humilie sans arrêt, il ne me met pas au courant de ce qui se passe, etc. Voilà. C'est progressivement une séparation entre les deux hommes, des bêtises de part et d'autre. On sentait que les choses n'allaient plus. Les choses n'allaient plus. Le président de la République ne se rendait sans doute pas compte de l'état d'exaspération du Premier ministre. Et sans doute était-il conforté par certains qui lui disaient ça n'a pas d'importance, par ceux qui souhaitaient un changement de Premier ministre et qui n'avaient pas aimé Chirac au départ. Il a trouvé le moyen d'être à la fois le chef de la majorité, puisqu'il l'était là, et le chef de l'opposition, puisqu'il est resté à l'intérieur du gouvernement. C'est une position tout à fait inconfortable et qui devait forcément se terminer comme elle s'est terminée, c'est-à-dire par la démission de Chirac. Le ton s'est refroidi, les rapports espacés, la confiance a disparu et Jacques Chirac, à un moment, dit qu'il ne se considérait plus comme Premier ministre. Jacques Chirac a été loyal. La preuve, c'est qu'au moment où il y a eu une tension trop forte, il a préféré se retirer. C'est une preuve de loyauté. En mai 1976, Giscard d'Estaing s'envole pour les États-Unis, où il doit assister aux fêtes du bicentenaire de l'indépendance de l'Amérique. Jacques Chirac n'est pas venu, mais il m'a accompagné à Orly, et au retour, il a ramené dans sa voiture Simone Veil. Il a dit, Simone Veil, je vous préviens, j'ai l'intention de partir, et il lui a décrit un peu le scénario suivant. Donc il avait programmé son départ, en fait. Nous étions retrouvés en vacances, et par ça, enfin, on s'est rencontrés en vacances, et il m'a dit qu'il allait quitter le gouvernement, quelques jours après. Elle ne me l'a pas dit, donc je n'ai pas été informé par elle de ce que Chirac lui avait dit. Et Chirac lui en a parlé avant de m'en parler. Il y avait une profonde complicité entre les deux, qu'il n'y a jamais eu entre Simone Veil et le président. Les confidences entre gens que vous avez nommés, vous concernant, parce que le départ de Jacques Chirac, ça me concernait, c'est pas vrai, doit-on les garder pour soi? Je pars donc aux États-Unis sans connaître ses intentions. Je reviens des États-Unis, le voyage dure une semaine, une petite semaine, et il vient me voir et il me dit qu'il a l'intention de démissionner. Je suis surpris de cette intention, puis j'ai dit, écoutez, réfléchissez, vous venez m'annoncer ça, c'est quand même assez important. Donc, non, ma décision, c'est votre décision, peut-être prise, moi je vous demande de réfléchir. Il a plus loin dit au président qu'il avait envie de démissionner, qu'il fallait annoncer ça assez vite. Et le président de la République lui dit venez à Brégançon. C'est une idée d'Anémone. Elle m'a dit mais il faudra inviter les Chirac pendant les vacances quand même. C'était les vacances de la Pentecôte. Je dis bon, en effet, on va le faire. Et on a d'ailleurs aménagé un peu nous-mêmes le département. On a poussé les meubles pour que ça soit confortable et accueillant. Ils sont restés 2 jours. Ils sont repartis. 2 jours. Bon, j'ai jamais eu la version de Giscard d'Estaing, mais j'ai eu la version de Chirac. Il me dit, bon, j'arrive, premier jour, je me dis, on va parler politique, on va voir un truc, rien. Deuxième jour, rien. Le dimanche, je dois partir dans l'après-midi, et il y a Giscard qui me dit, il y a quelqu'un qui vient déjeuner à midi, on va voir. Et je crois que la personne qui venait déjeuner à midi, c'était le moniteur de tennis. Voilà, vous comprenez? Donc il a passé 2 jours de nuit sans pouvoir se parler. Donc c'était vraiment
c'est que ça marchait pas. Ça a été affreux. Enfin, c'était une suite de vexations idiotes, quoi. Giscard lui faisant comprendre qu'il fallait qu'il reste à sa place. Et dans le numéro du Point de la semaine suivante, il y avait un article que vous pouvez retrouver dans lequel on décrivait notre vie à Brégançon. Et dans cet article, on disait que le couple de nos invités avait été choqué par le fait que dans les repas, j'étais assis dans ce fauteuil imposant une sorte de trône. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le mobilier qui était là était un mobilier genre provençal, provençal contemporain, qui n'avait aucune solennité, qui était adapté, mais aucune solennité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chirac venait me voir le mercredi, et je lui, comme c'était les seuls visiteurs, c'est lui qui a raconté cette histoire. Et, écoute, je ne vois pas pourquoi on raconte des choses pareilles, c'est nuisible, ça nous fait du tort, il ne faut pas dire des choses comme celle-là. Ça. Et alors il a pris l'air tout à fait étonné, il dit, c'est pas moi, j'ai rien dit, ça me dit, bon, il n'y avait que vous, que je ne vois pas qui d'autre, ce ne serait pas moi, qui avait. Non, mais il n'y a pas que nous, il y avait votre fils aussi. Oh, écoute, j'en prie, arrêtons là. Le 25 août, un peu avant le Conseil des ministres, Giscard d'Estaing prend connaissance de la lettre que lui a envoyée Jacques Chirac. Le Premier ministre y déplore le manque de moyens nécessaires pour assumer efficacement ses fonctions et termine en précisant « Je ne puis continuer à accomplir la tâche que vous m'avez confiée. J'ai donc l'honneur de vous remettre aujourd'hui ma démission. » Il y a eu 2 réunions. La première réunion s'est passée en l'absence du président de la République. C'était ce qu'on appellerait un conseil informel, où le gouvernement au grand complet a entendu les explications de Jacques Chirac. Et surtout le détail sur les raisons qui l'entraînaient à donner sa démission. C'est lui qui a pris la décision, c'était pas moi. Hein, c'est lui qui souhaitait démissionner, donc je ne voulais pas dire je mets fin, etc. Je voulais lui donner la parole pour qu'il dise ce qu'il comptait faire. Et puis alors il y a eu le côté officiel, pénible, où les 2 hommes se sont retrouvés face à face. Le président de la République se tourne vers Jacques Chirac et il dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il paraît, monsieur le Premier ministre, que vous avez une déclaration à nous faire. Et c'était la démission du gouvernement. Là, il y a eu les discours tristes. Pour moi, c'était un échec formidable auquel j'assistais. Il a pris à partie les ministres. Certains d'entre eux qu'il a attaqués en disant mais j'ai pas pu exercer la fonction que je le souhaiterais. D'ailleurs, certains d'entre vous n'ont pas facilité mon travail, voire même me l'ont rendu très difficile. Alors les ministres étaient assez saisis par cette tirade. Le fait qu'il avait l'impression qu'il n'était pas un Premier ministre avec les mains libres, mais qu'il était ligoté, le fait que certains ministres, vous avez évoqué un nom, et d'autres, passaient en dehors de lui, directement auprès du président de la République, et que dans ces conditions, il ne pouvait pas assumer sa responsabilité. Et ensuite, il est parti, et mes collaborateurs m'ont rapporté ce qu'il avait dit sur le perron de l'Élysée, qui était très différent de ce qu'il m'avait dit à moi. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Il fait une déclaration sur toutes les télévisions disant je ne peux pas faire mon métier, je ne peux pas être Premier ministre, donc ça veut dire à la limite vous avez un président qui est un peu et donc je démissionne. C'était le premier mauvais tournant du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Chirac n'entre pas en trahison, mais il entre en opposition. Et Chirac devient le principal opposant à Giscard. Jusqu'en 80, ça va être Jacques Chirac. Et là, on assiste à un phénomène nouveau, un Premier ministre qui quitte sa fonction, qui démissionne, et qui devient dans une certaine mesure un opposant à l'intérieur de la majorité présidentielle. C'est la première fois que ça se passait. Il m'a annoncé qu'il quitterait la vie politique. Il m'a remercié avec un moment assez curieux, ça se passait à l'Élysée. Il m'a remercié de l'avoir nommé Premier ministre et de lui leur fait confiance. Et il y a eu dans son expression, dans son visage, des signes d'une émotion visible. Puis il est parti.
Et il m'avait raconté, ce qui m'avait surpris, mais enfin, la vie politique comporte des éléments pittoresques. Il m'avait annoncé que probablement, il ouvrirait une galerie de peinture. Je me dis, bon,